À l'issue du conclave réuni au Vatican, le chef de l'Église catholique est désormais connu. Il s'agit du cardinal américain Robert Francis Prévost dit Léon XIV. Il entre dans l'histoire en étant le premier Américain à occuper ce poste. C'est définitivement acté. Au Mali, le général Assimi Goïta suspend jusqu'à nouvel ordre les partis politiques de leurs activités. Une centaine parmi ceux-ci ont publié un communiqué ce 7 mai pour rejeter cette suspension. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Le cardinal américain Robert Francis Prévost a été élu pape ce mercredi 8 mai 2025. Il succède le pape François en devenant le 267e pape de l'Église catholique et est le premier pape originaire des États-Unis à accéder à ce rang. Son élection marque un tournant significatif dans l'histoire du Vatican, traditionnellement dominé par des papes européens, notamment italiens. Âgé de 69 ans, l'Américain Robert Francis Prévost est devenu jeudi le premier pape originaire des États-Unis sous le nom de Léon XIV. Discret, modéré, proche du terrain, il était préfet du puissant dicaster des évêques et proche du pape François, qui l'avait nommé cardinal en 2023. Missionnaire durant 2 décennies au Pérou, il s'est fait connaître pour sa capacité à concilier les divergences au sein de la curie. D'ascendance française, italienne et espagnole, ce natif de Chicago est également reconnu pour son engagement social et sa distance vis-à-vis de la droite américaine, notamment sur la question migratoire. Son choix du nom Léon XIV fait écho à Léon XIII, pape de la doctrine sociale de l'Église. Il incarne une continuité avec François tout en affirmant une volonté d'adaptation aux défis contemporains. Pour de nombreux observateurs, dont le président des évêques de France, son élection est un signal positif, notamment pour l'Afrique. Au Mali, une centaine de partis politiques parmi les plus représentatifs du pays ont publié un communiqué daté du 7 mai pour rejeter la suspension jusqu'à nouvel ordre de leurs activités. Une décision annoncée le mercredi 7 mai sur décret du président de transition, le général Assimi Goïta, pour raison d'ordre public. La suspension, qui concerne aussi les associations à caractère politique, intervient moins d'une semaine après le début d'un mouvement de contestation inédit et alors qu'un rassemblement était initialement prévu ce vendredi 9 mai. Indiens, mais pas surpris. Les partis politiques pour la Constitution rejettent catégoriquement la suspension de leurs activités décidée par le président de la transition au Mali. Une décision qui, selon eux, s'inscrit dans une tendance systémique de restriction de l'espace civique et politique. Amnesty International condamne également cette suspension jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public qui concerne aussi les associations à caractère politique. Elle survient à quelques jours d'un rassemblement prévu contre la transition, prévu le 9 mai, et en plein mouvement de contestation inédit. Amnesty appelle à lever cette mesure jugée arbitraire. Les partis politiques dénoncent des actes d'intimidation et annoncent une procédure judiciaire en urgence pour faire annuler un décret qu'ils estiment illégal et attentatoire aux libertés fondamentales. Ils rappellent que seule la justice peut suspendre un parti et non l'autorité administrative. Dans un communiqué publié le 8 mai, ils accusent les autorités de vouloir provoquer des affrontements entre Maliens en manipulant les informations autour du rassemblement. Tout en remerciant leurs partisans pour leur mobilisation, ils annoncent le report du meeting prévu au monument de l'indépendance de Bamako à une date ultérieure. Au Sénégal, 5 anciens ministres seront bientôt jugés par la Haute Cour de justice. La majorité des députés de l'Assemblée nationale ont voté ce jeudi 8 mai une résolution de mise en accusation allant dans ce sens. Dès lors, va s'ouvrir sous peu une série de procès devant cette juridiction spéciale seule habilitée à connaître des faits reprochés à d'anciens ministres ou chefs d'État. Les accusations contre ces ministres portent principalement sur des soupçons de détournement de fonds, de lutte contre la pandémie de Covid-19, tous à l'exception de l'ancien ministre garde des Sceaux accusé, lui, de corruption. Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladiman, Salimata Diop et Ismaïla Madior Fall, tous d'anciens ministères qui ont servi sous le magistère de Macky Sall, constituent le premier lot d'anciens ministres qui vont passer devant la Haute Cour de justice. Ainsi, on a décidé l'Assemblée nationale qui a voté ce jeudi après-midi les résolutions de mise en accusation pour faire la lumière sur la gestion des finances attribuées à la lutte contre le coronavirus.
Une partie de ce fonds Force Covid-19 destiné à soutenir les ménages et entreprises en difficulté durant la pandémie aurait été détournée. Selon un rapport de la Cour des comptes en 2023 qui a poussé le parquet financier de Dakar, mi-avril dernier a annoncé sa volonté de poursuivre devant la justice un certain nombre de personnes, dont d'anciens ministres. Les députés ont donc majoritairement décidé de donner le feu vert à la justice pour faire la lumière sur ces présumés détournements. Parmi les 5 ministres, seul l'ancien ministre de la Justice est poursuivi sur un dossier qui n'est pas lié au Covid-19. Ismaïla Madior Fall est accusé de malversation et de corruption, entre autres. Depuis 1960, la Haute Cour de justice n'a été sollicitée qu'à 2 reprises. En 1963, pour juger l'ancien président du Conseil Mamadou Dia et en 2005, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck qui avait finalement bénéficié d'un non-lieu total. Au Kenya, l'enquête avance après l'assassinat du député Charles Were. Il a été tué par balle en pleine rue de la capitale Nairobi le 30 avril dans la soirée. 2 assaillants à moto lui ont tiré dessus alors qu'il était arrêté au feu rouge sur le siège passager de sa voiture. La police a immédiatement dénoncé un crime qui semblait être ciblé et prémédité. Depuis, plusieurs personnes ont été arrêtées et la police a annoncé des développements majeurs. Au Kenya, le chef de la police a annoncé jeudi 8 mai que l'arme ayant servi à assassiner le député Charles Were avait été identifiée. Des individus interpellés ont mené les enquêteurs à une résidence dans laquelle 2 armes à feu ont été trouvées, ainsi que sacs et des chaussures qui semblent correspondre aux descriptions faites dans des suspects aperçus sur la scène du crime. Selon la police, le rapport balistique a confirmé que l'un des pistolets saisis correspond à l'arme utilisée pour tirer les coups mortels. L'autopsie a permis d'extraire 2 balles du corps du défunt. Elle a confirmé que Charles Were était décédé après avoir reçu 5 tirs sur le flanc gauche. Au total, 10 personnes sont actuellement en garde à vue, d'après les autorités. Parmi elles, le garde du corps et le chauffeur du député, ainsi que plusieurs individus qui ont été rattachés par les enquêteurs à la scène du crime. Certains sont suspectés de faire partie du gang criminel connu pour avoir commis des braquages dans Nairobi. Charles Were avait affirmé à plusieurs reprises ces derniers mois craindre pour sa vie. Son cercueil a été rapatrié ce 8 mai dans sa circonscription de l'ouest du Kenya. Plusieurs centaines de personnes ont accompagné la procession à son arrivée. L'enterrement est prévu ce vendredi 9 mai. Après d'intenses semaines de négociations, le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat de la force de maintien de la paix au Soudan du Sud, la MINUS, pour 1 an, tout en exigeant la fin immédiate des combats. La mission, qui peut comprendre jusqu'à 17 000 militaires et 2100 policiers, pourra éventuellement ajuster ses effectifs et ses tâches en fonction des conditions de sécurité sur le terrain. Certains membres du Conseil ont par ailleurs demandé à ce que le gouvernement transitoire cesse d'entraver le travail de la MINUS en lui imposant des restrictions de mouvement. La majorité du Conseil de sécurité de l'ONU émenée par les États-Unis n'est pas satisfaite du traitement de la MINUS par le gouvernement de transition au Sud-Soudan et craint que la force onusienne ne puisse jouer son rôle stabilisateur. Le risque pour le Soudan du Sud de retomber dans un conflit ethnique reste élevé compte tenu de la reprise des combats. L'ambassadrice américaine par intérim Dorothy Chia. Pour obtenir la paix et éviter une reprise de la guerre civile, le gouvernement de transition doit donc agir de toute urgence pour mettre fin à la violence et désamorcer les tensions politiques. Le vice-président Machar doit être libéré de sa détention et un règlement doit être trouvé entre les parties du conflit. Par ailleurs, Washington refuse d'allouer plus de fonds pour des élections sans cesse retardées. Russie, Chine et Pakistan se sont quant à eux abstenus sur ce renouvellement de la MINUS pour défendre la souveraineté du jeune pays. Le groupe africain du Conseil, qui a voté pour, a malgré tout souligné la demande du Soudan du Sud de mise à jour régulière sur le transfert de la base de Tomping, un transfert sur lequel la MINUS et le gouvernement de transition se seraient entendus. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.